Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Alexandre Yasmine Abdel-Fadel nous parlait il y a quelques minutes de Nordvolt qui faisait une annonce à ses employés à 7h ce matin. C'est une annonce qui a été faite aussi au public, là. Oui, on a les détails et ce ne sont pas des bonnes nouvelles pour Nordvolt en Suède. Suppression de 1600 emplois sur les 6000 environ. Petit calcul rapide, c'est à peu près 27% de son effectif qui est mis à pied actuellement en Suède. Et ce qu'on fait comme déclaration, c'est on justifie ces pertes d'emplois pour faire face à une situation financière tendue et au ralentissement de la demande. On sait que, Nordvolt a accumulé les mauvaises nouvelles depuis plusieurs semaines. Certains problèmes de financement. On a annoncé une revue stratégique des activités en priorisant certains projets d'Europe, en tirant la plug même sur d'autres également. Et on sait que le gouvernement suédois a refusé de venir en aide, Mario, à Nordvolt. BMW qui avait annulé sa commande de 3 milliards de dollars en juin. Et là, ça nous amène à parler au projet ici, du côté de la rive sud de Montréal, avec des retards de 18 à 24 mois. Et du propre aveu de Peter Carlson, qui est à la tête de Nordvolt. Nordvolt a fait une expansion trop agressive. Mais c'est le principe. Mais tu sais qu'à une époque, on aurait dit la même chose de Tesla, là. Des compagnies à énorme croissance, dans des secteurs comme l'auto électrique à forte croissance. Et le problème que tu as, c'est que faut que la demande, faut que les ventes, faut que tout reste pour te permettre de grader ta trajectoire, faut que tout soit à fond de train. Alors là, tu as un ralentissement de la demande pour les véhicules électriques. En fait, c'est pas un si gros ralentissement, c'est que la croissance est plus aussi rapide. Ça s'est calmé. Ouais. Et donc, eux, ils peuvent pas, rapidement, ils deviennent en difficulté. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle, les suppressions d'emplois? Mais de l'autre côté, moi, si je regarde ça d'un point de vue froid, je me dis, mais il faut qu'ils fassent quelque chose, là. Je veux dire, Nordvolt, c'est des entreprises qui brûlent. Tesla, pendant des années, brûlait du cash, là. Brûlait du cash, mais dans l'idée, aujourd'hui, il en imprime. C'est que tu brûles du cash pour mettre en place rapidement des grosses infrastructures, des grosses usines, de la recherche, et pour passer premier, parce que tu te dis, quand je serai premier dans le marché, attache ta tuque, l'argent va rentrer. C'est que tu vois déjà où il faut que tu ailles te positionner sur le podium pour faire rentrer l'argent. Ceci dit, là, ils sont dans une passe très difficile et il y a un danger pour la survie même de l'entreprise. Donc là, il faut qu'ils fassent quelque chose. Je comprends qu'en mettant 1600 personnes à pied, ils abandonnent aussi, c'est-à-dire qu'ils abandonnent aussi un parti de l'idéalisme de leur projet qui disait que les cathodes, on fera pas affaire avec la Chine. Et là, ils avouent, on fera pas nos usines de cathodes, on les annule, on va acheter nos cathodes de la Chine. Fait que c'est pas juste une affaire de finances, mais il y a aussi un compromis dans les batteries les plus vertes. Donc, tout ça est pas des bonnes nouvelles pour le Québec et pour l'investissement qu'on a là-dedans. Il faut pas être à l'autre extrême. C'est pas perdu non plus. Puis leur projet nord-américain, pour eux, ils maintiennent que le projet nord-américain est incontournable. La question, est-ce qu'ils vont être capables de le faire? Annonce aujourd'hui dans le monde policier. Oui, c'est un partenariat entre le SPVM et le service de police du Nunavik. Essentiellement, c'est ce qu'on va nous annoncer, que les deux corps de police vont travailler main dans la main. Donc, des policiers de part et d'autre vont être jumelés pour aller à la rencontre des membres de la communauté inuit, que ce soit des gens qui séjournent temporairement à Montréal ou encore des gens qui ont choisi finalement d'y habiter. On connaît toutes les difficultés, notamment avec plusieurs membres de la communauté autochtone à Montréal, itinérance, toxicomanie. Alors, on veut renforcer le sentiment de sécurité dans la métropole par cette annonce-là. Hey, il y a un vol qui frappe l'imaginaire, là. C'est fascinant, là, tout ça. On parle de 25 000 $ en articles de la PGA qui ont été volés à l'hôtel Le Reine-Élisabeth de Montréal. Pourquoi maintenant? C'est parce que dans quelques heures commencera la Coupe des présidents. C'est un des tournois justement de la PGA, ça aura lieu à Montréal. Et là, vendredi soir, il y a un individu qui serait arrivé à l'hôtel justement du centre-ville de Montréal et aurait volé des valises. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ces valises-là? Des vêtements officiels du tournoi de la PGA. Imaginez-vous que le lendemain, il est revenu vêtu là, des vêtements officiels de la PGA, question de passer un peu comme dans l'organisation, je sais pas quoi. Et il a continué son stratagème, c'est-à-dire qu'il est reparti avec d'autres valises, d'autres vêtements. Et ça survient à un moment, puis c'est ça le point d'interrogation, est-ce qu'il y avait faille dans la sécurité de l'hôtel? Actuellement, il y a du piquetage qui se fait de la part des agents de sécurité de l'hôtel.
Difficile d'avoir des réponses. Le Reine Élisabeth, la direction du tournoi, la PGA, n'a pas commenté cette affaire-là, mais on parle quand même d'un vol d'à peu près 25 000 $ qui est arrivé au cours de la fin de semaine. Ça frappe quand même l'imaginaire. C'est un bon scénario de film. On ramène pas. Il y avait de la Formule 1 en fin de semaine. Toi qui es fan de Formule 1. Oui, moi, je suis ça de loin, mais là, cette année, il y avait Red Bull puis Verstappen qui était seul en tête. C'est plus vrai, là. Ça fait quelques années que c'est comme ça. Puis à un moment donné, ça vient un peu plate. Sauf que là, cette année, on a une course, là. On a une course au championnat des constructeurs. Donc, McLaren est maintenant devant Red Bull. Et au niveau du championnat des pilotes aussi, là, Lando Norris qui gruge un peu l'avance de Max Verstappen. Et il a remporté, lui, le Grand Prix de Singapour devant Verstappen. Alors, l'écart entre les deux, quand tu regardes le classement, Mario, aujourd'hui, c'est 52 points. Tu me sais très fan de l'écurie Aston Martin. Ça a été plus difficile. Lance Stroll, 14e. Fernando Alonso, 8e. Et un petit mot, tennis. Coupe Laver, l'Europe a défait le reste du monde 13-11. Ça s'est fini sur un duel entre Carlos Alcaraz et Taylor Fritz. Victoire de Carlos Alcaraz pour compléter tout ça. Gabriel, tu nous parles d'un symbole de Montréal. Je veux susciter les passions ce matin. Oui. Oui. Les cônes oranges. Symbole de Montréal. Non, mais je pensais que c'était le stade olympique, moi, le symbole de Montréal. La croix du Mont-Royal. Symbole non officiel, mais ça fait 10 ans qu'on imprime des chandails. Alors, oui. je me dis que c'est rentré dans l'imaginaire collectif et même touristique. Là, il y a un sommet qui s'est déroulé en 2023. On est bientôt à la fin 2024, dont on n'a à peu près pas entendu parler, le sommet des chantiers. Et lors de ce sommet, il y a des recommandations qui ont été formulées au ministère des Transports du Québec. Notamment, les cônes devaient plus traîner. Quand un chantier est fini, on ramasse les cônes. Ça avait été dit. Cela. Et moi, je pense que ma recommandation préférée... C'est pour ça que ça a été fait, par exemple. Je pense pas, non. Écoutez le libellé. Permettre des cônes qui ne sont pas des agressions visuelles. C'est pas... C'est une espèce de mirage de solution. Oui, mais il faut qu'il t'agresse un peu parce que là, en bout de ligne, le but du cône, c'est que tu passes pas. Là. Fait que si on met un cône qui est de la même couleur que les arbres et qu'on le voit pas, on va foncer dedans, on n'est pas plus avancé. Là. En effet, là, je vous rassure, ils demeurent orange, les fameux cônes. Ils vont cohabiter. Donc, vous avez la forme, le gros cylindre, ce qu'on appelait, avec son nom technique, le RV7, sera tranquillement remplacé par des RV10. Il y a notre collègue Louis-Philippe Messier qui a publié un article. Il est plus svelte. Ça, il y a une cure minceur. C'est un beau bolard. Exactement. Mais l'avantage, c'est, en tout cas, ce qui est avancé, c'est qu'on réduit non seulement le nombre de cônes dont on a besoin pour refaire les tracés, mais c'est aussi qu'ils sont plus rapides à retirer, ils sont plus flexibles. Ceci, ce qui a l'air, en tout cas, d'être dans l'application, c'est que finalement, c'est non seulement plus utile, mais ça nous permet une agilité sur les chantiers. Ça, on n'est pas contre. Allez voir le visuel, en tout cas pour les curieux, là, article dans le Journal de Montréal qui a été publié hier. J'ose pas le dire trop fort, mais j'y trouve presque beau. Ah oui? Ces petits bollards-là, j'y trouve élégant. Ah non, moi, je pense qu'ils vont me faire sacrer encore autant. Moi, qu'il soit plus petit. Je trouve ça juste normal. Je veux dire, quand le centre de ta ville, c'est les cônes oranges, à un moment donné, tu les bonifies, tu les étudies, tu les améliores, tu les redesigns. Non, mais c'est comme... un relooking. Un styliste. Je savais que ça vous enflammerait. Donc, j'aimerais ça vous entendre. D'ailleurs, 187 Cube Radio, les cônes oranges, ça délie toujours les langues. Alors, on est très, très curieux de vous lire. Écrivez-nous. Aimez-vous le nouveau design de nos cônes?